Le 3 novembre 1988, dans la petite ville agricole de Redfield, Dakota du Sud, une adolescente de 17 ans disparaît en plein jour. Aucun témoin direct, aucune trace exploitable. Seul reste un sac à dos, abandonné dans un fossé. Dedans, quelques cahiers, un roman et un petit carnet rouge, que la pluie commençait déjà à effacer. Pendant 35 ans, sa mère a attendu un nom. 35 ans de coups de téléphone au bureau du shérif. 35 ans à répéter la même question. Avez-vous trouvé quelque chose? Aujourd'hui, grâce à une simple tâche oubliée sur la dernière page d'un carnet, cette question a enfin une réponse. Et dans cette réponse, se cache une vérité que personne n'avait voulu affronter. Redfield, 1988. Un bourg agricole de 2500 habitants, posé au milieu des plaines du Dakota du Sud. Ici, le temps se mesure au cycle des récoltes, au vent d'automne qui emporte l'odeur de la terre humide, et au coucher de soleil qui semble avaler l'horizon. La vie y est simple, mais aussi immuable. Karen Holt, 17 ans, faisait partie de ces visages qu'on croise chaque semaine à l'église ou au supermarché, sans jamais imaginer qu'ils puissent un jour disparaître. Elle vivait avec sa mère, Helen, dans une petite maison en bois blanc, au bord de Old Mill Road. Son père était parti quand elle avait 5 ans, laissant derrière lui des souvenirs flous et un silence qui ne s'était jamais vraiment comblé. Karen était connue pour son sourire franc, celui qui mettait les gens à l'aise, et pour cette habitude de toujours prendre des notes dans un petit carnet rouge. Un journal personnel, des citations, des listes de rêves à accomplir. Elle voulait devenir enseignante. Sa chambre, peinte en bleu pâle, était tapissée de photos de classe et de coupures de journaux sur les bourses d'études. La vie à Redfield ne réservait pas beaucoup de surprises. Les après-midi d'automne, Karen rentrait du lycée à pied, 2,4 km à parcourir. Un trajet qu'elle connaissait par cœur. La vieille grange des Jensen, le petit pont en bois au-dessus du ruisseau, et enfin, la longue ligne droite vers la maison. En novembre, le vent mordait déjà les joues et les champs de maïs se vidaient sous les tracteurs. Ce jour-là, le 3 novembre, rien ne laissait présager qu'elle ne franchirait jamais plus la porte de la cuisine, où sa mère l'attendait habituellement avec un chocolat chaud. Le jeudi 3 novembre 1988 commence comme tous les autres. Le ciel est d'un gris uniforme, bas et lourd, et un vent sec balaie les rues étroites de Redfield. À 7h45, Karen quitte la maison avec son sac à dos, un bonnet de laine et ce petit carnet rouge qu'elle garde toujours sur elle. Elle rejoint le lycée à pied, saluant au passage Madame Carson, la voisine, qui gratte le givre sur son pare-brise. Les cours se déroulent sans incident. En milieu d'après-midi, une alerte météo annonce un refroidissement brutal pour la soirée. Les températures pourraient chuter sous zéro. À la fin des cours, vers 16h, Karen sort du bâtiment avec 2 amis. Elles discutent de devoirs, de bals de l'hiver, puis se séparent à l'angle de Main Street. À 16h15, un voisin, Howard Miller, la voit marcher le long de Old Mill Road, sac à l'épaule, ses cheveux châtains balayés par le vent. Il remarque qu'elle ne porte pas ses gants, détail qui lui reviendra en mémoire des années plus tard. À 16h22, selon le témoignage ultérieur d'un chauffeur de bus scolaire, une vieille camionnette marron s'arrête quelques secondes à sa hauteur. Impossible de voir si elle a parlé au conducteur ou non. Le bus redémarre. La camionnette, elle, reste sur le bas-côté un instant, puis repart en direction opposée à la maison de Karen. À 17h, Helen Holt, sa mère, commence à préparer le dîner. À 17h20, elle regarde par la fenêtre. La route est vide. À 17h45, elle se sent étrangement nerveuse. Karen aurait déjà dû être rentrée depuis longtemps. À 18h pile, elle enfile son manteau, descend Old Mill Road sur plusieurs centaines de mètres et revient bredouille. À 18h30, Helen appelle la police. L'agent de permanence pense d'abord à une fugue ou à une visite prolongée chez une amie. Mais Helen insiste. Karen n'est pas le genre de fille à disparaître sans prévenir. L'angoisse monte. Dehors, la lumière décline rapidement et le vent se renforce. C'est à ce moment-là que commence la recherche. Mais personne ne le sait encore. Il faudra 2 jours avant que le premier indice n'apparaisse. 2 jours après la disparition de Karen Holt, le soleil se lève sur un Dakota du Sud balayé par un vent glacé. Il est un peu plus de 8h du matin quand Dale Jensen, un fermier du coin, conduit son vieux pick-up le long de County Road 12 pour aller vérifier ses clôtures. À la sortie d'un virage, quelque chose attire son regard. Un éclat rouge dans le fossé, partiellement recouvert de feuilles mortes. Il s'arrête, descend du véhicule et se penche.
C'est un sac à dos noir, détrempé, couvert de poussière et de terre humide. Dale l'attrape, l'ouvre et découvre des cahiers, un roman écorné et un petit carnet rouge dont l'encre commence à s'estomper sous l'effet de l'humidité. Il ne sait pas encore que ce carnet deviendra des décennies plus tard la clé de toute l'affaire. Dale charge le sac dans son pick-up et se rend directement au bureau du shérif. La nouvelle se répand vite dans Redfield. Le sac de Karen a été retrouvé, mais pas elle. Ce même matin, les autorités lancent une recherche élargie. Des équipes de volontaires, policiers, chasseurs et voisins se déploient dans un rayon de 5 kilomètres autour de l'endroit où le sac a été découvert. Les champs sont vides, les arbres dépouillés. On fouille les fossés, les granges abandonnées, les abords du vieux ruisseau gelé. Le soir du deuxième jour, un chien pisteur capte une odeur à proximité du pont en bois sur Old Mill Road. La piste mène à un sentier boueux qui s'enfonce dans un bosquet de peupliers, mais elle s'interrompt brutalement au milieu du chemin, comme si la personne avait été emportée ailleurs, en voiture. Pendant ce temps, les enquêteurs examinent le contenu du sac. Les cahiers sont banals, notes de cours, brouillons de dissertation. Le roman est une édition de poche usée. Le carnet rouge, en revanche, attire l'attention. Karen y a noté une liste de tâches, quelques phrases personnelles et un nom à moitié illisible. À cause de la pluie, seules les lettres d'A-Tirette sont encore visibles. Un détail trouble les officiers. Aucun des objets du sac ne semble endommagé, à part une petite tache brunâtre sur la dernière page du carnet. En 1988, cette tache est envoyée au laboratoire d'État, mais la technologie de l'époque ne permet pas d'en extraire quoi que ce soit d'exploitable. La police intensifie les recherches. Plus de 50 volontaires parcourent à pied les champs alentours, certains équipés de lampes torches jusqu'à minuit. Le troisième jour, un hélicoptère survole la zone. Aucune trace de Karen. À ce stade, la communauté oscille entre l'espoir et la peur. Et déjà, certains commencent à penser qu'il ne s'agit pas d'une fugue, mais d'un enlèvement. Dès les premières heures, l'enquête sur la disparition de Karen Holt est marquée par une série de maladresses qui, des années plus tard, sembleront presque irréversibles. Le premier problème survient avec le carnet rouge. Lorsque le sac est remis au bureau du shérif, plusieurs agents le manipulent à main nue, pas par négligence volontaire, mais simplement parce que, à l'époque, la gestion des scènes d'enlèvement n'est pas aussi rigoureuse qu'aujourd'hui. Résultat, empreintes mélangées, ADN contaminé et un élément de preuve qui perd une partie de sa valeur. Le second problème vient de la camionnette marron signalée par le chauffeur de bus scolaire. Ce témoignage n'est noté que dans un rapport manuscrit et il faudra plusieurs jours avant qu'il soit intégré officiellement dans le dossier principal. Quand les policiers commencent à interroger les propriétaires de véhicules similaires, la piste est déjà froide. À cela s'ajoute un contexte météorologique défavorable. La pluie tombée les jours suivant la disparition efface la majorité des traces au sol. Les chiens pisteurs reviennent bredouilles, incapables de suivre un chemin cohérent au-delà de quelques mètres. Mais le blocage le plus lourd est d'ordre humain. Le bureau du shérif de Redfield ne dispose que de 3 enquêteurs, tous surchargés. L'État propose l'assistance de l'antenne fédérale voisine, mais cette collaboration s'accompagne d'une hiérarchie confuse. Qui dirige vraiment l'enquête? Résultat, des doublons dans les interrogatoires, des témoins questionnés plusieurs fois par des personnes différentes, et parfois avec des variantes dans les questions posées. Certains habitants finissent par se lasser et se méfier. Ils changent légèrement leur version des faits à force de répéter les mêmes détails, ce qui brouille encore plus la chronologie. À la fin de la 2e semaine, la liste des suspects potentiels s'étend à une vingtaine de noms, mais aucun ne se démarque. Et pendant que les enquêteurs peinent à avancer, la peur s'installe dans Redfield. Les parents raccompagnent désormais leurs enfants partout, même pour de courtes distances. Les maisons se verrouillent au plus tôt le soir. Dans le bureau du shérif, une pile de rapports s'accumule sur un coin de table. En haut de cette pile, le dossier Holt Karen commence à jaunir, un signe précoce que le temps joue déjà contre elle. Les semaines se transforment en mois. L'hiver 1988-1989 recouvre Redfield d'un manteau blanc. Les décorations de Noël s'installent dans les vitrines, mais chez Ellen Holt, la lumière des fêtes semble déplacée. La chaise de Karen à table reste vide. Sa chambre intacte devient un sanctuaire silencieux. Hélène appelle le bureau du shérif toutes les 2 semaines, parfois plus. Toujours la même phrase. « Nous continuons à travailler sur l'affaire. » Mais elle sent bien que l'élan des premiers jours s'est essoufflé.
En 1990, la disparition de Karen ne fait plus la une des journaux locaux. L'affaire n'est pas fermée, mais elle glisse lentement vers la catégorie « cold case », ces dossiers qui s'empilent dans des armoires métalliques dans l'attente hypothétique d'un miracle. Les anniversaires de Karen deviennent des jours de recueillement. Chaque année, Helen se rend sur le pont en bois de Old Mill Road, y dépose des fleurs sauvages et reste assise seule pendant des heures, comme si elle espérait voir surgir sa fille au détour du chemin. En 1998, une piste surgit brièvement. Un homme arrêté dans l'État voisin, possédant une camionnette marron, est interrogé. Mais son ADN ne correspond pas aux échantillons récupérés sur le carnet rouge. Encore une impasse. La vie continue, mais pour Helen, tout tourne autour d'une seule question. Qui, en 2023, un événement inattendu relance l'affaire? Le bureau du shérif obtient un financement pour réexaminer plusieurs cold cases grâce aux techniques modernes d'ADN généalogique et aux analyses STR ultrasensibles. Le carnet rouge de Karen, scellé depuis plus de 3 décennies, est sorti de l'armoire blindée. Sous la lumière froide du laboratoire, la petite tache brunâtre sur la dernière page attire immédiatement l'attention du technicien. Prélevé avec un soin méticuleux, l'échantillon révèle la présence de sang humain. Cette fois, le profil génétique est complet. Comparé à la base CODIS, il ne donne pas de correspondance directe. Mais une recherche familiale identifie un lien biologique avec un certain Mark Givens, 46 ans, détenu dans le Nebraska pour vol à main armée. Mark n'est pas assez âgé pour avoir été impliqué dans l'affaire de 1988. Mais les enquêteurs s'intéressent à son arbre généalogique. Rapidement, un nom ressort, Dale Givens, son oncle paternel. Dale Givens vivait à moins de 3 kilomètres du point où Karen avait été vue pour la dernière fois. En 1988, il travaillait comme ouvrier agricole saisonnier et possédait une vieille camionnette marron correspondant parfaitement au témoignage du chauffeur de bus. Les archives locales montrent qu'il avait quitté Redfield en 1991, s'installant dans le Montana, où il meurt en 2001 dans un accident de voiture. Aucun lien n'avait été établi entre lui et l'affaire Holt, en grande partie parce qu'il n'avait jamais été interrogé sérieusement. Des témoins de l'époque se souviennent de son comportement instable, de sa tendance à boire et à rôder autour des jeunes femmes. Mais à l'époque, ce genre de rumeurs restait souvent dans les conversations de comptoir, sans jamais se transformer en témoignage officiel. L'ADN extrait du carnet correspond de manière quasi certaine à celui de Dale Givens via la correspondance familiale et les marqueurs génétiques. Pour la première fois en 35 ans, l'affaire Holt a un nom. Le 14 avril 2023, Helen Holt reçoit un appel du shérif. Elle s'assoit dans sa cuisine, le combiné contre l'oreille, et écoute en silence pendant que le nom Dale Givens franchit enfin les lèvres d'un enquêteur. Elle ne pleure pas tout de suite. Elle dit seulement « Je le connaissais. Pas bien, mais je le connaissais. » La nouvelle se répand dans Redfield. Certains sont soulagés, d'autres bouleversés. Savoir que le coupable a vécu si près pendant si longtemps ranime de vieilles peurs. Une cérémonie en mémoire de Karen est organisée. Des visages familiers et d'anciens camarades de classe se rassemblent sur Old Mill Road. Helen y dépose le carnet rouge, dans une boîte en verre, comme un symbole que plus rien ne restera dans l'ombre. Il n'y aura jamais de procès. Dale Givens est mort depuis plus de 20 ans, mais son nom est désormais lié à jamais à l'histoire de Karen Holt. Pour Helen, cette vérité est à la fois un soulagement et une blessure. Elle sait enfin qui, mais elle ne saura jamais pourquoi. Dans un monde où la technologie progresse plus vite que les souvenirs ne s'effacent, cette affaire rappelle que certaines réponses dorment parfois à quelques centimètres de nous, dans une boîte oubliée, sur une étagère poussiéreuse. Le petit carnet rouge de Karen aura attendu 35 ans pour parler, et quand il l'a fait, il a mis fin à un silence que personne ne croyait plus brisé.